Eh bien, bonjour à tous. Merci de cet accueil qui me permet de raconter quelque chose d'un phénomène qui effectivement nous concerne tous, certes particulièrement dans ces temps troublés, mais qui de toute façon, que nous le voulions ou pas, nous sommes des êtres humains et donc par définition émotifs. Donc, j'ai à cœur vraiment de raconter combien l'émotion a été paradoxalement dans mon cursus de médecin une véritable découverte. Les études de médecine ne forment pas tellement à la connaissance du processus émotionnel, et donc c'est en pratiquant, en écoutant, puisque j'ai un goût prononcé pour l'écoute, que j'ai commencé à écouter l'ampleur des manifestations émotionnelles au cœur de la maladie, au cœur des malades, plus exactement, mais pas au cœur de la maladie. Et petit à petit, j'ai progressivement cherché à comprendre ce phénomène humain. Et donc, c'est comme ça qu'à travers des formations et au travers de découvertes aussi des travaux neuroscientifiques, à commencer par un monsieur qui aujourd'hui est disparu, qui s'appelait Henri Laborie. Et j'ai découvert combien nos comportements sont biologiques, au sens de, ils répondent au sens de la vie, et que j'ai vraiment eu à cœur de travailler comment l'émotion nous porte, comment l'émotion parle de nous, comment l'émotion participe vraiment au cœur du vivant. Donc, l'approche que j'ai développée, qui s'appelle la logique émotionnelle, donner du sens aux émotions des patients, mais évidemment donner du sens aux émotions des soignants, et combien nous avons intérêt à saisir toute l'intelligence qui est contenue dans ce processus qui nous habite, sur lequel nous cherchons désespérément à avoir du contrôle, ce qui augmente le niveau de stress, ou bien auquel nous cherchons à échapper comme si c'était l'émotion qui était un problème, ce qui augmente le niveau de stress, que nous subissons, ce qui augmente le niveau de stress, et donc combien nous aurions intérêt à entendre la valeur biologique de ce processus émotionnel. La valeur biologique, le mot n'est pas de moi, il est d'un auteur, un chercheur qui s'appelle Antonio Damasio, et qui parle de la valeur biologique de ces processus émotionnels. Donc ce que nous pouvons déjà entendre, c'est qu'il n'y a pas de malade sans une histoire du malade. L'histoire du malade raconte comment la personne cherche naturellement et automatiquement à traverser les épreuves. Pour traverser les épreuves, il a un moyen qui est inscrit au cœur du cerveau, c'est justement ce mode émotionnel. L'émotion raconte comment nous traversons, comment nous construisons notre vie grâce aux émotions qui nous traversent. Et donc, l'émotion, c'est un mouvement. C'est ce mouvement qui fait que nous nous adaptons aux circonstances. Nous nous y adaptons à la fois corporellement et nous nous y adaptons psychiquement. Et l'émotion raconte comment se passe ce processus. Et donc, lorsque la maladie s'installe, la maladie et la façon dont nous sommes malades est une suite cohérente, logique, de ce qui est déjà à l'œuvre lorsque nous nous comportons bien avant d'être malades. Et c'est important parce que pour pouvoir éduquer, encore faut-il prendre appui sur ce qui existe dans la personne avant même qu'elle ne soit malade, et que nous pouvons prolonger cette éducation avec les symptômes, avec la pathologie. Et donc, la maladie s'inscrit dans l'histoire du patient, c'est comment la personne existe déjà, comment elle manifeste son rapport au monde, son rapport à elle-même et son rapport aux autres. Et c'est un point d'appui pour pouvoir véritablement l'éduquer, c'est-à-dire lui donner les moyens de vivre au mieux sa maladie. En effet, construire sa vie jusque dans sa maladie, il y a la maladie et puis il y a sa maladie. Nous ne pouvons pas, nous voyons bien comment chaque patient déploie sa maladie avec les symptômes qu'elle manifeste. Et donc même si l'intelligence humaine arrive à catégoriser, eh bien ce n'est pas suffisant
puisque l'émotion imprègne inévitablement à la fois toutes les habitudes comportementales, mentales et langagières, et donc chacun fait sa maladie et pas uniquement est malade ou a une maladie. Pourquoi c'est si important? Précisément parce que l'émotion raconte quelque chose de ce mouvement. Émotion, c'est un mouvement hors d'eux. Et donc il y a bien quelque chose qui nous donne à entendre qu'il y a une tentation, qu'il y a inévitablement et biologiquement une aspiration à être en santé, jusque dans la maladie, ce qui peut paraître très paradoxal, ce qu'il est, c'est contre-intuitif, comme on dit souvent en ce moment, et pourtant c'est ça. L'émotion, c'est un rapport à l'existence. Et plus, en tant qu'éducateur, en tant que soignant, plus nous entendons que l'émotion raconte ce rapport à l'existence, plus nous pouvons fonder notre attention sur ce qui existe déjà et ce qui est déjà le potentiel de la personne à déployer ses ressources de vie. Donc l'émotion n'est pas un problème à résoudre, l'émotion c'est déjà la solution du corps-esprit à pouvoir exister dans l'environnement au travers des chocs, au travers des traumatismes, etc. Et donc c'est très important en tant qu'éducateur de pouvoir nous appuyer sur ces moyens, ces solutions que la personne a déjà trouvées. Et donc l'idée selon laquelle l'émotion serait un problème est malheureusement à contre-courant de cette aspiration naturelle vers l'existence. Donc l'émotion, elle donne la coloration du processus, et cette coloration, cette existence émotionnelle, lorsqu'elle n'est pas entendue dans son sens vital, eh bien le processus s'emballe. Alors il s'emballe pourquoi? C'est comme si naturellement tout le corps-esprit cherchait à être entendu dans la valeur de son existence. Et plus nous sommes sourds, plus le processus s'emballe. Ce qui donne le cercle vicieux que nous connaissons tous, c'est-à-dire que l'émotion et le processus émotionnel s'auto-entretient. Et ce que nous pouvons faire, c'est donner du sens à cette existence, donner du sens au processus émotionnel, au mouvement qui tend vers l'existence. Petit clin d'œil à Henri Laborie, que j'ai eu la chance de connaître très court, un temps très court, mais qui a été vraiment, pour moi, grâce à ses ouvrages et grâce à sa pertinence. Peut-être avez-vous déjà vu son film « Mon oncle d'Amérique ». Je vous invite vraiment, si ce n'est à le revoir, à le voir, parce que ça raconte toute l'intelligence qui est contenue dans des comportements et qui vont du système vraiment neurologique jusque dans les attitudes, les comportements, le langage relationnel. Donc, Henri Laborie disait « L'intention d'un être, c'est d'être ». Ça a l'air évidemment d'enfoncer une porte ouverte, mais lorsque nous sommes nous-mêmes submergés ou lorsque nous sommes face à une personne angoissée, colérique, effondrée dans sa maladie, eh bien, nous avons toujours intérêt à entendre que son intention, comme notre intention à nous, émue face au comportement de la personne, c'est d'exister. Un rappel, l'homéostasie est au début de la vie. Évidemment, chacun ici sait ce que c'est que l'homéostasie, cette aspiration à être en équilibre, en mouvement. Et donc, l'émotion participe à une recherche naturelle d'homéostasie. Le besoin d'équilibre est automatisé dans le cerveau-corps et il se mémorise. Depuis le tout début, y compris in utero, le corps puis l'esprit qui se crée au fur et à mesure des interactions cherche parfois désespérément un équilibre. Et si nous écoutons que l'émotion traduit cette recherche d'équilibre, alors nous pouvons mieux accompagner la personne, mieux l'éduquer à l'usage, on va dire, de son émotion et de son émotivité pour regarder comment déjà elle trouve son équilibre et comment elle peut améliorer sa recherche d'équilibre qui fait que plutôt que de faire des grands zigzags, elle peut participer en conscience à sa recherche d'équilibre. La mémoire corporelle se prolonge dans la mémoire cognitive, c'est le cerveau-esprit, dont j'ai cité deux chercheurs dont je suis de très près les travaux et que j'ai la chance d'avoir rencontré, Lionel Nakache et Antonio Damasio,
qui ont beaucoup nourri ma réflexion sur ce que c'est que l'émotion et la logique émotionnelle. Et donc qui mettent en évidence combien la mémoire corporelle, structurelle, s'étend, s'expanse, on va dire, dans la mémoire cognitive. Et donc, nous retenons les événements, nous racontons, nous parlons, nous sommes des êtres de langage à partir de cette information structurelle mémorisée au niveau du cerveau et du corps. Et donc, c'est important de le savoir parce que la maladie raconte ça au plus près des phénomènes émotionnels. L'émotion manifeste parfois dans l'urgence, parfois bruyamment, le désir d'existence. On ne le dira jamais assez. N'oublions pas, n'oublions jamais que la maladie est une aspiration à la santé. À partir de ces connaissances, ce que j'ai souhaité mettre en évidence, c'est mais quel est le langage de l'émotion ? Avec une idée un peu fixe, hein, j'en conviens, qui est de mieux nous connaissons le langage émotionnel, mieux nous comprenons ce qu'il signifie biologiquement, plus nous saurons écouter ce que la personne porte en elle comme ressource. Et donc, c'est petit à petit, à force d'écouter les personnes, j'ai été médecin, je suis devenue psychothérapeute il y a presque 30 ans, donc un peu plus que 10. C'est vraiment ça que j'ai travaillé, que j'ai écouté, et c'est là que je suis allée chercher véritablement, mais qu'est-ce que dit l'émotion ? Bien sûr que l'émotion dit quelque chose de ce que nous avons vécu dans nos relations, les relations parentales, les relations corporelles, les relations sociales. Bien sûr qu'il y a là toute une matière psychique qui éclaire un certain nombre de nos comportements. Mais si nous sommes un peu plus attentionnés à la façon dont le corps a déployé ses ressources, eh bien, il est possible d'entendre qu'à l'intérieur même du processus émotionnel, il y a toute une logique. Logique, c'est le langage. Logique, c'est une cohérence, une recherche de cohérence, une recherche d'équilibre. Et donc, c'est à partir de cette écoute, de ce travail, de cette recherche, que j'ai proposé ce que j'ai appelé le code émotionnel, c'est-à-dire c'est comment tout le corps-esprit répond à une logique qui tend vers l'existence. Et donc, dans le temps qui m'est imparti, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet, je vous propose juste, très simplement, cette grille de lecture pour petit à petit entendre que quand une personne se met en colère, quand une personne s'effondre, quand une personne s'angoisse, quand une personne s'excite, eh bien, elle dit quelque chose de son aspiration à exister. Et donc, ce que j'ai mis en évidence, c'est, vous voyez qu'il y a des flèches, de la survie au sens et à la recherche de sens, c'est plus la personne, plus le corps, esprit de la personne aspire à la survie, plus ce sera enraciné dans son corps, plus son émotion sera existentielle, plus elle sera attachée à sa colère, à sa peur, à certains comportements, parce que ce qu'elle vit, c'est que sa survie est en jeu. Et qu'évidemment, dans l'éducation émotionnelle, cette survie est en jeu. Et donc, il est tout à fait naturel que l'émotion y soit invitée, ou que l'émotion s'invite dans cette réactivité. Et donc, l'éducation thérapeutique ne peut passer que par cette conscience qu'à la racine même de toutes les émotions qui peuvent se manifester, il y a quelque chose de l'art de la survie. Cette survie, elle va s'étendre dans le cerveau qui organise, on va dire, les comportements, le langage, etc. Et puis, elle va exprimer une recherche naturelle de sécurité. Et la sécurité, c'est vraiment comment je peux avoir déjà confiance dans mon propre corps, ce qui, dans le cas de la maladie, pose une vraie question, c'est quelle sécurité quand mon corps souffre et quand mon corps est malade. Et puis, elle va nous inviter aussi à trouver une place, à avoir une identité de malade. Est-ce que c'est ça, la solution ?
Et donc, comment la personne va utiliser aussi cette identité de je suis malade, mais est-ce que je ne suis que malade? Est-ce que je ne suis que ça? Ou au contraire, est-ce que je suis une personne qui actuellement souffre de maladie? Et donc le différentiel est très important. Donc quelle identité et quel sens, évidemment, quel sens intime, quel sens personnel, quel sens structurel dans lequel je suis. Donc le sens des flèches, c'est qu'évidemment, de la survie à donner du sens, il y a tout un mouvement qui s'organise au sein de l'esprit et des paroles de nos patients. Évidemment, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais je pense que les personnes auront le support. Oui, super. Et donc, vous pourrez le regarder de façon plus tranquille, on va dire. Vous retrouvez à gauche survie, sécurité, identité et sens, avec ce que ça contient comme intention d'existence. Et puis, selon le mode émotionnel, eh bien, nous allons retrouver des habitudes défensives. Le rapport à la sécurité va donner un certain nombre de réactivités. Et vous pouvez voir que dans les ressentis, au niveau de la survie, c'est une urgence vitale. Au niveau de la sécurité, c'est un rapport avec la peur. Au niveau de l'identité, c'est un rapport avec la colère. Et au niveau du sens, c'est un rapport avec la fatigue et le sentiment d'impuissance. Tout ça, je ne peux que vous le dire, mais si vous souhaitez le découvrir, eh bien, bienvenue dans l'espace de la logique émotionnelle. Tout ça est fondé véritablement sur une compréhension biologique du processus émotionnel. Ce n'est pas pour rien qu'une personne a peur. Elle n'a pas simplement peur parce qu'elle est malade, elle n'est pas simplement en colère parce qu'elle est malade et que d'autres ne le sont pas, qu'elle a un sentiment d'injustice. Cette colère, ça dit quelque chose de son aspiration à trouver une place et à acquérir une identité qui ne soit pas cantonnée sans doute au fait d'être malade, par exemple. Et donc, si nous entendons que ces manifestations émotionnelles, qui de façon très classique sont, voilà, il y a 4 ou 6, ça dépend des écoles, types d'émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie, et puis le dégoût et la surprise. Et donc, ces manifestations disent quelque chose de notre aspiration à découvrir, à retrouver du sens, à retrouver une place, à retrouver une forme de sécurité, de confiance à l'intérieur de son propre corps. Et c'est ça, avec cette connaissance-là, que nous pouvons éduquer la personne, l'outiller de ce qui lui appartient. Et que ce mode éducatif concerne toute personne, de l'enfance aux bien portants et évidemment aux personnes qui sont en difficulté et en souffrance, puisque là, nous avons un langage universel, et ce langage universel nous touche dès que nous entrons dans cet espace. Donc nous pouvons faire bon usage des émotions. Est-ce qu'il convient de gérer la peur ou de gérer la colère? Eh bien, bonne chance, parce que ça ne marche pas, ça ne tient pas, parce que ce n'est pas ça qui est à gérer. Ce qui est à prendre en considération, c'est le désir d'existence qui est à écouter jusque dans la maladie. Et entendre et proposer à une personne que sa maladie fait partie de sa vie, que ça dit quelque chose de son aspiration à vivre, à être, et à trouver une place à la fois dans sa propre vie, dans la relation, dans la société, et comment cette maladie peut l'accompagner pour donner du sens à sa vie dans le groupe dans lequel elle est, il y a quelque chose qui, très souvent, je vais employer un mot très fort, mais permet à la personne de transcender véritablement sa propre expérience et transmettre, trouver une place et transmettre. Et donc, la prise en charge que cette personne a d'elle-même se fait avec l'ensemble du processus émotionnel qui est le sien. Un petit clin d'œil, vous voyez que c'est un crocodile. Pourquoi le crocodile? Puisque c'est comme ça que l'on appelle une partie du système nerveux qui est à la base du crâne, qu'on appelle le cerveau reptilien.
et qui est responsable des manifestations d'urgence émotionnelle, puisque ça impose un certain type de manifestation de survie avec des lectures de l'environnement totalement automatisées, non réfléchies, non conscientes. Et ce cerveau reptilien, qui est encore une fois à la base du crâne, passe son temps à envoyer des informations à l'ensemble du système nerveux. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas exister si le système reptilien n'est pas à l'œuvre. Et donc, ce système reptilien n'est pas tout seul. Il a la patte avant sur un livre qui est la façon dont nous lisons notre existence et nous lisons l'environnement qui est le nôtre. Voilà, donc ceci s'appelle la logique émotionnelle. Vous avez un site, voilà, logique-émotionnelle.com. Beaucoup d'ouvrages que j'ai écrits, certains coécrits avec ma fille aînée. Et ça n'a pas été simple de la convaincre du processus émotionnel. Aujourd'hui, elle en est une adepte chaleureuse et nous co-écrivons, elle avec une plume de journaliste et moi avec la connaissance que j'ai du processus. Et donc, vous pouvez trouver tout ça dans des livres. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et je serais vraiment heureuse que cette compréhension du processus émotionnel participe vraiment au développement de cette journée, justement, puisque les émotions sont au cœur de notre existence. Merci de m'avoir écouté. Je répondrai aux questions si vous souhaitez. Merci, Madame Périssol. En fait, j'ai essayé de tout comprendre, mais donc je vais aller me connecter sur votre site. Code émotionnel veut dire évolution, mais si je me souviens un peu de mes données harmoniques, physiques, il y a cette problématique de résonance, c'est-à-dire que l'émotion d'un sujet, d'une personne affectée par une maladie chronique, génère une émotion qui va avoir une résonance sur le soignant. Dans quelle mesure faut-il rendre compatibles, positifs, pour aller vers le bon sens, les deux types d'émotions? Comment vous voyez cette dynamique entre la personne porteuse de cette maladie chronique et le soignant qui s'en occupe? Alors, merci d'avoir utilisé le mot résonance, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Effectivement, il y a la logique émotionnelle du patient, il y a la nôtre en tant que soignant. Et donc, il est précieux de pouvoir se laisser toucher par les manifestations émotionnelles, les manifestations de souffrance de la personne, puisque c'est Lionel Nakache qui a cette proposition qui est vraiment tellement juste et que j'explore comme tout soignant au cœur de l'accompagnement, c'est se laisser transformer par la rencontre avec la personne en souffrance. Et il n'y a rencontre, et il n'y a soin, et il n'y a accompagnement que si nous nous laissons bousculer, Lionel Nakache dit même transformer par la rencontre et donc par l'expression émotionnelle de la personne. Là où nous pouvons nous aider nous-mêmes, c'est donner du sens et de la valeur à la façon dont nous sommes nous touchés. Il ne s'agit pas de basculer dans une émotivité et une empathie excessive qui, du coup, desservirait l'éducation et desservirait l'échange avec la personne. Néanmoins, rester connecté avec la façon dont notre corps est bousculé, mobilisé, touché, et il ne s'agit pas forcément de le raconter évidemment aux patients, mais de se laisser soi-même être, exister et être éveillé par la difficulté rencontrée par la personne, d'où l'importance d'ailleurs d'être souvent pas seul, mais au contraire en équipe pour accompagner le patient. C'est pour ça que le mot de résonance est très juste. C'est nous sommes en résonance, et non seulement nous le sommes, mais nous ne pouvons pas ne pas l'être. Et donc autant accompagner notre propre mobilisation, notre propre éveil du sens de notre existence face aux patients. Merci. C'est une forme de responsabilité. Nous sommes les maîtres des horloges, donc attention. Donc il y a des questions peut-être dans la salle et il y aura des réponses courtes. Pas vrai, Ghislaine? On essaye de tenir le temps. 5 minutes, un peu plus.
amplement. Mais un peu de pression, un peu d'émotion. Alors, et je dis la même chose à distance. Pour l'instant, je ne sais pas comment on voit les questions, mais il ne se passe rien. Donc, à distance, rien. Et en présentiel... Vous avez tout compris. Rien. Donc, juste une question, alors. L'acceptation de la maladie passe donc par l'acceptation du soi émotionnel. Mais comment, en pratique, vous explorez ces émotions chez le patient? Dans le discours, vous repérez les émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent, ou vous interrogez le patient directement sur les émotions qu'il vit? Le plus adapté, c'est évidemment de saisir les signaux durs, les signaux faibles, émotionnels de la personne, et donc d'être à l'écoute, mais pas simplement à l'écoute du verbe, mais à l'écoute aussi des comportements, des manifestations, la rougeur, le bégaiement, de tout ce qui est, on va dire, d'intermédiaire entre le verbal et le non-verbal, donc qui est à saisir, et donc non seulement à écouter, mais à interpeller pour aider la personne aussi à mettre des mots sur ce qu'elle éprouve, sur ce qu'elle ressent. Et là, il est possible d'entrer dans ce processus de logique émotionnelle, d'entrer non pas dans le monde de la personne, mais j'ai envie de dire avec délicatesse, de dire c'est de ça, c'est de cette émotion dont il s'agit. Et donc, il y a là un désir, parce que très souvent, les personnes réfrènent leur sensorialité. Et donc, l'accompagnant, l'éducateur est là précisément pour inviter la personne à y aller et se laisser devenir humain et se laisser être bousculé par le processus lui-même. Alors, une question ou pas? Ah, si, tout au bout. Une question courte. Bonjour. Bonjour. Comment pouvons-nous accompagner les personnes qui ont un traitement antidépresseur, anxiolytique et autres, dans la manifestation des émotions, tout est entravé, et comment aider les personnes justement à quand même continuer à travailler autour de ces émotions? C'est un peu désemparant parfois. Ça se dit désemparant? Oui, peut-être. Alors, la logique émotionnelle vous inviterait à dire que vous êtes désemparé plutôt que c'est désemparant, parce qu'en fait, le soignant, c'est lui qui est touché, et donc se sentir désemparé peut même faire partie de l'accompagnement. C'est-à-dire dire à la personne, voilà, je me sens désemparée, quand vous évoquez, comme beaucoup dans la dépression, une habitude à être dans la plainte ou à être dans le ressentiment, c'est déjà une façon de donner à la personne une information précieuse sur le cercle vicieux dans lequel elle est. Et l'autre élément que j'utilise, c'est le rapport qu'il a aux antidépresseurs ou aux anxiolytiques, c'est-à-dire de regarder ensemble quel regard il a sur ses propres médicaments, comment il se sent quand il prend le matin, le soir, ce type de médicaments, et donc d'utiliser ce qui peut tout à fait paraître comme une entrave à l'expression et la manifestation émotionnelle, mais de commencer là où ça existe, c'est-à-dire déjà dans le rapport au traitement. C'est une piste que j'utilise. Plus c'est concret, plus ça aide. Bon, est-ce qu'il y a Je crois qu'il y a une personne. Bonjour. Bonjour. Oui. J'ai une question par rapport à l'accompagnement des personnes, des parents ou aidants de malades chroniques face à une naissance. Face à une naissance, oui. En fait, quand il s'agit de parents qui sont confrontés à la maladie de leur enfant, atteint d'une maladie chronique ou d'une maladie rare en l'occurrence, et comment gérer avec eux au mieux les émotions auxquelles ils doivent faire face à l'annonce de cette maladie. Parce que l'émotion en elle-même, le malade ou la malade étant un enfant, l'interlocuteur que nous avons, c'est le parent face à nous. Là aussi, merci pour cette question. Elle est évidemment extrêmement délicate. Effectivement, l'accompagnant a le parent et le désarroi des parents en face de lui. Et donc,
ce qu'il peut faire d'emblée, c'est accompagner dans la transformation radicale que ce type de naissance génère. C'est-à-dire que très naturellement, de façon complètement automatique, chacun cherche à conserver l'état d'équilibre qu'il avait auparavant. Et donc cet état d'équilibre provoque naturellement la tentation de rejeter l'événement qui vient complètement bousculer la vie. Et donc l'accompagnement, c'est vraiment d'accompagner la personne à réaliser combien il y a de décalage entre ce à quoi elle a aspiré et ce qui est, et petit à petit, étape après étape, lui permettre d'intégrer, j'allais presque dire de digérer l'information, et ce qui donne à la personne la possibilité aussi de se déculpabiliser petit à petit vis-à-vis de sa propre réactivité face à l'enfant. Et donc c'est cet accompagnement, et ça prend du temps, parce que c'est un deuil. Et tout deuil, par définition, prend beaucoup de temps pour se mettre en place. Super, merci beaucoup. Merci à vous.